Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne QP2M Consulting. Alors, tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et partager le lien de notre chaîne, activer la lampe pour que vous puissiez aussi voir les vidéos partagées à temps réel et bien sûr de commenter si vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous avez des propositions de formation, etc. Alors donc la formation, ou bien le webinaire d'aujourd'hui, donc a pour objectif de définir quelques notions relatives à la qualité. Il a pour objectif aussi de définir la notion de l'économie de la qualité ou bien la relation entre la qualité et l'économie, donc c'est-à-dire tout ce qui est coût ou bien tout ce qui est calcul de coût de la qualité, coût de non-qualité, etc. Donc, et vers la fin, bien sûr, de la vidéo, bien de webinaire, on va voir quelques exemples de coûts ou bien de calcul de ce coût. Donc, on sait bien que la majorité des sociétés ou bien la majorité des entreprises n'arrivent pas à déterminer le coût de la qualité parce qu'on sait bien qu'il y a plusieurs facteurs qui font partie au calcul de ce coût. Donc, par exemple, le coût de l'obtention de la qualité, c'est-à-dire tout ce qui est coût de vérification, tout ce qui est coût d'investissement dans la qualité, tout ce qui est coût de réalisation des tests, etc. Et il y a aussi donc les coûts de non-qualité. Donc, c'est-à-dire on va voir, par exemple, les pertes des non-conformités ou bien les pertes relatives aux non-conformités, les pertes aussi relatives aux clients. Donc, c'est-à-dire lorsqu'on a une réclamation client ou bien une perte d'un client aussi, donc, etc. Et bien sûr, donc, pour bien comprendre tout ça, donc, je vous invite autrefois à suivre le webinaire ou bien la vidéo d'aujourd'hui. Donc, généralement, cette formation donc, sera réalisée sous forme de deux vidéos. Donc, la première vidéo sera aujourd'hui. Et bien sûr, juste après 2 ou bien 3 jours, nous allons partager la suite de la formation. Toujours, bien sûr, si vous avez des questions, vous avez des propositions, des suggestions, je vous invite à les mettre tout simplement dans les commentaires. Donc, ou bien vous allez trouver même dans la description notre boîte ou bien notre adresse mail donc, où vous pouvez communiquer aussi avec nous. Donc voilà, donc, et on commence notre formation d'aujourd'hui. Cette vidéo, nous allons faire, comme j'ai dit, une petite formation, donc dans l'objectif de définir c'est quoi la qualité, quelle est la relation entre la qualité et l'économie de la qualité, c'est-à-dire les coûts relatifs à la qualité, donc les coûts de la qualité, les coûts d'obtention de la qualité, etc. Donc, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et maintenant on va commencer notre première formation. Donc tout d'abord, nous allons besoin de définir c'est quoi la qualité. Donc la qualité, on peut définir la qualité selon la norme 8402 comme étant un ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Donc dans cette définition-là, on peut citer 3 mots. Donc il y a les besoins exprimés, les besoins implicites, il y a aussi le mot satisfaire. On peut définir aussi la qualité comme étant, et selon bien sûr une norme japonaise 28001, comme étant un ensemble de moyens pour produire de manière économique des produits et des services qui satisfaisent les exigences des clients. Donc la mise en œuvre d'une gestion efficace de la qualité nécessite la coopération de tout le personnel de l'entreprise. Alors pour cette deuxième définition, on va souligner les mots suivants. Donc on va signer le mot produit, service, le mot satisfaire, exigence des clients, etc. Il faut juste citer aussi que dans cette définition, c'est une définition un peu généralisée par rapport à la première définition, parce que il a ajouté comme quoi que la gestion efficace de la qualité, il nécessite une coopération de tout le personnel de l'entreprise. C'est-à-dire, il ne faut pas dire que la qualité, il y a seulement un responsable qualité, il y a seulement une équipe qualité qui doit gérer la qualité. Pourtant, tout le personnel de l'entreprise, il doit s'engager à satisfaire la qualité. Donc, revenons maintenant au mot qu'on a déjà cité. Donc, il y a besoin client.
Donc pour les besoins clients, on peut définir deux types de besoins des clients. Donc il y a premièrement les besoins clients exprimés, c'est-à-dire que ce sont des besoins qui sont identifiés par le client, c'est-à-dire lorsqu'on prend par exemple un produit, donc il y a la possibilité au un client définir la dimension qu'il veut, il peut aussi définir quelle est la couleur qu'il veut, etc. Ça, ce sont des besoins exprimés et identifiés. Ensuite, il y a des besoins clients non exprimés. Donc, par exemple, il y a des besoins des clients où le client n'arrive pas, par exemple, à l'exprimer, ou bien ou il y a la possibilité que il juge nécessite de préciser tant il lui paraissent évidents parce que ce sont des besoins évidents, etc. Donc, par exemple, lorsqu'on prend n'importe quel produit, on prend par exemple un produit du papier blanc, etc. Donc, le client, il n'a pas besoin, il n'est pas censé de dire au producteur que j'ai besoin d'un papier blanc, etc. Donc, ce sont des besoins qui ont évidents, des besoins qui ont automatiquement non exprimés et des besoins qui sont, on les appelle des besoins implicites. Donc, on peut généraliser ces dernières définitions dans le schéma suivant. Donc, nous avons ici les besoins donc, qui ont définis par le client, soit des besoins exprimés qui sont définis par le client, ou soit des besoins qui sont implicites. Et il y a aussi l'offre de producteur ou bien l'offre de la personne qui veut rendre un service, etc. Donc l'intersection entre l'offre de producteur et les clients ou bien les besoins du client, on l'appelle la qualité. Donc la qualité elle se situe dans cette partie-là. Donc on peut dire, mais juste il faut ajouter un point que la difficulté reste toujours c'est de bien ou bien pour le producteur de biens ou de services va être besoin, y compris les attentes non exprimées. C'est-à-dire, la vraie difficulté, c'est pour le producteur, pour définir ou bien pour citer les besoins qui sont et respecter aussi les besoins qui sont non exprimés. Donc, ça vraiment, ça vraiment c'est la difficulté au niveau de ce sens-là. Donc, prenons maintenant un exemple. Donc, on peut dire qu'il y a toujours un décalage entre la demande du marché, donc ce qu'il demande le client, etc. Il y a aussi entre l'identification par le marketing, parce que le marketing, ce sont le service qui définit ou bien qui identifie ces exigences non exprimées, etc. Il y a aussi les spécifications des bureaux d'études ou bien le concepteur, donc il y a des spécifications techniques, etc. Et ensuite, le produit final existe fréquemment. Donc il y a toujours des décalages entre ces trois ou bien quatre catégories, donc qui est en train de généraliser la définition globale de la qualité. C'est pour ça, on peut dire que nous avons trois catégories, donc il y a toujours les besoins, donc les besoins qu'on a déjà définis, les besoins explicites et les besoins implicites. Il y a aussi la réalisation ou bien le producteur, le fabricant, etc. Et il y a aussi les spécifications techniques. Donc il y a toujours des spécifications techniques, des normes, de produits, des exigences qui entrent dans les normes, etc. Donc dans le cas où il y a les besoins qui n'ont pas en interaction entre les deux parties, donc ce sont insatisfaction, donc c'est automatiquement on entre dans la zone de l'insatisfaction des clients, donc automatiquement on va avoir un client ou bien des clients qui ne sont pas satisfaits. Si par exemple notre offre ou bien le producteur a dépassé les besoins et les spécifications techniques, donc on parle de la surqualité ou bien le gaspillage. Et enfin, si par exemple il y a des spécifications où les clients ne veulent pas et même le producteur ne veut aussi pas, donc automatiquement on parle de double illusion.
Donc et voilà, donc la qualité c'est l'intersection entre ces trois parties, donc dans la zone blanche. Et voilà. Donc maintenant on va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Donc supposons qu'un client aimerait un décapsuleur de poche, donc c'est un article. Alors le marketing identifie un besoin en technologie d'ouverture de flacon. Donc il y a toujours, comme nous avons dit, il y a un décalage entre les deux. Prenons aussi le concepteur ou bien les bureaux d'études qui imaginent un outil de multifonction, donc pour le produit ou bien pour concevoir et pour développer le produit. Et enfin, le fabricant, il livre un robot multi-outils. Donc automatiquement, il y a un grand décalage entre les définitions et les besoins des clients, entre ce qui est identifié par le marketing et ce que le bureau d'études a développé, et enfin ce que le fabricant ou le producteur livre. Donc revenons à une définition globale de la qualité. Donc la qualité, on peut le définir à partir de tout ça comme étant un ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. Donc il faut entendre par entité ce qui peut être décrit et considéré individuellement comme un produit. Lorsqu'on parle d'une entité, donc automatiquement c'est un produit, ou c'est un service, un processus, système, une personne, etc. Donc généralement on peut dire que la qualité c'est l'aptitude, ou bien ce sont un ensemble de caractéristiques qui ont l'aptitude à satisfaire les besoins d'un client, donc des besoins soit exprimés ou implicites. Ça, c'est une définition de la norme, toujours de la norme 8402. Mais on peut ajouter quelque chose, on peut dire que cette définition reste incomplète parce qu'il a oublié deux choses. Donc avant de passer au truc qu'ils ont oublié par cette norme, donc on peut avoir la possibilité où un client par exemple il est satisfait de ses exigences techniques, etc. Pourtant il y a des autres exigences qui ne sont pas satisfaites, par exemple le délai le délai de livraison, parce qu'on pourra avoir un client où il est satisfait, pourtant la livraison avec retard, donc automatiquement il y a une insatisfaction. Ensuite les coûts aussi. Donc si par exemple un client veut acheter un produit avec un coût très élevé, donc automatiquement il ne sera pas satisfait. Donc pour clôturer ou bien pour conclure, on peut dire que pour atteindre la vraie qualité, donc on doit avoir trois choses. Premièrement, les caractéristiques du produit ou du service. Deuxièmement, on doit avoir aussi un prix acceptable par l'acheteur. Et enfin, un délai raisonnable, donc pour savoir ou bien pour avoir la satisfaction totale d'un client ou bien d'un demandeur ou bien d'un acheteur. Donc maintenant on doit citer quelques remarques relatives à la qualité. Donc la notion de la qualité, donc il se caractérise par deux choses. Donc premièrement la subjectivité. Donc en effet, donc la qualité est appréciée différemment selon les individus. En fait, on pourra avoir par exemple deux personnes ou bien deux clients, donc chacun il y a une définition spécifique de la qualité qui se diffère de l'autre. Ensuite, sa relativité, parce que l'usage que fait le client du produit détermine sa qualité, c'est-à-dire on peut avoir même produit, pourtant le client 1 il l'utilise pour quelque chose et le client 2 l'utilise pour une autre utilisation, donc automatiquement la qualité ou bien la définition du besoin pour satisfaire la qualité pour le client 1 il se diffère du client 2, donc dans ce cas-là on dit que la qualité est relative. Et ensuite ou bien enfin sa mesurabilité, donc en fait là il y a des clients qui peuvent définir la qualité comme étant des caractéristiques multidimensionnelles, donc lorsqu'on parle par exemple d'un volume, d'une dimension, d'un longueur ou bien d'une longueur, largeur, etc. Donc ce sont des trucs ou bien des caractéristiques qui sont mesurables, etc.
Donc nous avons ajouté quelques autres points pour arriver à la satisfaction des clients. Donc on peut dire que la qualité d'un service ou d'une servition, c'est le mélange entre service et production. Il s'apprécie par la qualité de l'accueil physique. Donc lorsque par exemple le fabricant il accueille le client physiquement, il accueille le client avec bien sûr avec un accueil qui satisfait le client, etc. Donc on parle de la qualité. On parle aussi de la qualité de communication ou bien téléphonique, parce que par exemple on peut avoir quelqu'un qui peut rendre un service ou bien un commercial qui mal communiqué dans le téléphone avec un client, donc automatiquement on aura une insatisfaction. On peut dire aussi que s'apprécie par les réclamations. Donc un client ou bien un producteur qui traite les réclamations avec rigueur, avec des plans d'action, avec un échange avec le client, etc. Donc automatiquement il y aura une satisfaction du client. Satisfaction du client partout, donc il englobe tout ça. Et aussi l'association des clients au projet. Donc ça entre aussi dans le développement de l'organisme ou bien du service, parce que parfois on aura besoin pour satisfaire le client de l'intégrer dans notre projet, dans le développement, etc. Donc on utilise pour répondre aux attentes des clients la méthode de conception à l'écoute du marché, donc qui se propose d'identifier trois sortes de besoins. Donc les besoins explicites, les besoins implicites et les besoins latents. Donc maintenant, on va voir quelques autres définitions relatives à la qualité. Donc premièrement, la politique qualité. Donc pour la politique qualité, généralement, on va traiter ça en détail dans la formation relative à la norme ISO 9001, ISO 14001, donc surtout l'ISO 9001 version 2015 pour définir c'est quoi la politique qualité. On va rédiger tous ensemble un exemple d'une politique qualité, etc. Donc on peut définir la politique qualité comme étant l'ensemble des orientations et objectifs généraux d'un organisme concernant la qualité tels que sont exprimés formellement par la direction générale au plus haut niveau. Donc la politique qualité, vous pouvez dire que c'est le premier document à respecter, c'est le premier document qui dirige un système de qualité dans un organisme, donc dans laquelle on cite quelles sont les orientations, quelles sont les stratégies de l'organisme, quels sont les engagements de la direction pour satisfaire ou bien pour atteindre ses objectifs, etc. Donc la politique qualité est un élément de la politique générale définie par la direction. Donc c'est une exigence de la norme donc, qui se situe dans le chapitre 5 relatif à leadership. Donc on va voir ça en détail comme j'ai dit dans la norme ISO 9001 version 2015. On peut définir la maîtrise de la qualité, c'est l'ensemble des techniques et des activités à caractère opérationnel utilisées en vue de répondre aux exigences relatives à la qualité. Donc pour maîtriser la qualité, il nous faut des techniques, il nous faut des activités, il nous faut des procédures, il nous faut des instructions, etc. Tout ça, ça entre dans la maîtrise qualité. Donc il consiste en des essais effectués pendant et après la production. Par exemple, pour le cas de la qualité de produit, donc ce sont un ensemble aussi de tests et des vérifications pour s'assurer de la conformité du produit, soit aux exigences techniques, soit aux exigences de la clientèle, etc. Donc généralement aux exigences de la qualité. Donc le but de la maîtrise qualité, c'est d'éliminer les non-conformités et s'assurer que nous livrons juste un produit conforme ou bien un service conforme qui satisfait le besoin de nos clients. Donc passons maintenant à une partie qui est l'indispensabilité qualité. Donc la qualité, il est indispensable aux producteurs avant de l'être pour les consommateurs. Justement, en fait, lorsqu'on parle par exemple d'un producteur qui produit un produit avec des non-conformités, etc., automatiquement il y a une perte des clients parce que les clients peuvent aller dans des autres fabricants. Donc c'est pour ça on dit que la qualité est indispensable pour le producteur plus que pour le client. Donc parce qu'on est dans un marché de compétitivité, à la productivité, au rendement, parce que comme j'ai déjà dit ou bien comme on a déjà cité, donc s'il y a surqualité, donc il y a toujours du gaspillage, etc. Donc automatiquement le fabricant ne peut pas entrer dans la compétitivité.
Donc on ajoute aussi que la qualité ne peut se chiffrer qu'au coût de la non-qualité. Donc on va voir ça dans cette formation en détail pour savoir que les coûts, ou bien on peut généraliser le coût global de la qualité dans deux choses, donc le coût de la non-qualité, c'est-à-dire le gaspillage, les frais qu'on gaspille ou bien qu'on perd s'il y a de la non-qualité, et aussi les coûts de l'obtention de qualité. Mais dans cette formation-là, on va démontrer tous ensemble que les coûts de l'obtention de qualité sont très très négligeables devant le coût de la non-qualité. En effet, donc fabriquer une unité mauvaise coûte plus double d'une unité bonne. Parce que s'il est définitivement rebuté, donc il faut en fabriquer une autre. Donc automatiquement, nous avons, comme j'ai dit, un gaspillage parce que nous fabriquons deux fois pour livrer une seule fois et pour remplacer le premier. Et aussi, même si par exemple, s'il demande des retouches, etc., donc il y a toujours des coûts. Donc, on peut généraliser ça en disant que la non-qualité coûte d'autant plus cher qu'elle est détectée tardivement. Parce que lorsqu'on, par exemple, nous avons une chaîne de production, tant que on détecte l'anomalie ou bien la non-conformité tardivement, tant que nous avons plus de pertes, plus de gaspillage, etc., plus de coûts très élevés de la non-qualité. Au pire, c'est une réclamation client qui révèle le manque de qualité. Parce que par exemple, s'il y a une détection tardive d'une non-conformité jusqu'à par exemple la réclamation d'un client, donc il y a des conséquences graves. Par exemple, on peut avoir la perte du client, on peut par exemple avoir, ou bien on aura obligé de faire un retour de la marchandise et de faire une relance, etc., de la commande, et peut-être on annule la commande définitivement. Peut-être on peut arriver même à payer des pénalités, etc., avec le client. Donc à partir de ça, nous avons un grand intérêt de maîtriser la qualité le plus en amont possible, c'est-à-dire d'éviter de détecter la qualité tardive. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'historique ou bien l'évolution de mise en place d'un système qualité. Donc la première étape, c'est le contrôle. Donc le contrôle, déjà, on peut le définir comme étant une démarche traditionnelle de mise en place d'un système qualité. Donc contrôler un produit, vérifier la conformité d'un produit ou bien d'un service, etc. On peut le définir aussi comme étant la comparaison entre ce qui est réellement et l'état idéal ou bien et l'objectif à atteindre. Donc c'est une comparaison entre un objectif fixé ou bien un résultat escompté et l'état réel. Donc la différence ou bien la comparaison, c'est le contrôle. Donc pour réduire ce coût, donc les coûts de la non-qualité, donc nous avons des méthodes statistiques qui ont été développées. Donc par exemple, un barème indique que le lot entier est accepté ou refusé, c'est le niveau de qualité accepté. Donc bien sûr, en se basant sur un plan d'échantillonnage, parce que parfois on arrive à réceptionner un lot ou bien une quantité très élevée. Donc le fait que vérifier ou bien contrôler à 100%, c'est pas évident. Même aussi en cours de la production et la production le produit fini, c'est pas toujours faisable de contrôler à 100% via la quantité, etc. Donc on va se baser sur des plans d'échantillonnage en définissant le niveau de qualité accepté, c'est-à-dire supposons que nous avons une quantité X. Donc à partir du plan d'échantillonnage, on peut déterminer la quantité alpha à contrôler, ainsi la quantité si la quantité bêta, par exemple, si on le dépasse, on doit accepter ou on doit refuser le lot. Si par exemple bêta inférieur à une valeur définie, donc on accepte le lot, donc au lieu de contrôler le lot tout entier. Donc la deuxième étape, c'est la maîtrise de la qualité. Donc la maîtrise de la qualité, c'est filtrer la production et retenir les mauvaises pièces. Pour prétendre maîtriser la qualité ne suffit pas. Donc la maîtrise de la qualité ne suffit pas, car la qualité ne naît pas du contrôle, mais au moment de la fabrication. C'est-à-dire lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on détecte
une anomalie ou une non-conformité lors du contrôle, donc c'est trop tard parce que nous avons déjà fabriqué cette pièce ou bien ces pièces, donc nous allons obliger soit de les retoucher, soit de l'isoler définitivement. Donc le contrôle idéal serait un contrôle à 100%, peu coûteux. Donc la solution c'est de contrôler à 100% ce qui est coûteux, ce qui est impossible, ce qui est parfois il demande assez de temps, etc. Donc le contrôle idéal serait un contrôle à 100% coûteux. Donc on peut penser à deux ou bien trois trucs. Donc premièrement le contrôle successif. Donc le contrôle successif, mais le problème de cette méthode là c'est qu'il y a une absence d'objectivité au contrôle, c'est-à-dire on peut parfois on arrive à ne pas savoir même c'est quoi l'objectivité de contrôle. Donc soit l'autocontrôle. Donc il y a des avantages aussi pour l'autocontrôle. Déjà l'autocontrôle c'est le contrôle en cours, par exemple lorsqu'on parle de la production dans une machine, etc. Parfois l'opérateur au cours de passation de produits il contrôle chaque pièce, etc. Donc il y a toujours un feedback immédiat. Mais il y a aussi des inconvénients parce que la tolérance envers soi-même, erreur inconsciente. Donc même la tolérance aussi, ça sera difficile à déterminer la tolérance parfois parce que le fait de contrôler plusieurs articles, ça arrive même à nuire parfois, etc. On parle aussi de ce qu'on appelle la Pokayoke. Donc la Pokayoke c'est un dispositif anti-erreur, donc avec laquelle on peut l'installer par exemple dans une machine pour détecter où il y a une erreur, etc. par contact, pour test présence soit automatisé, etc. Donc le comptage pour contrôle de quantité et ponctuation pour le respect de l'ordre ou bien séquence. Ainsi, nous allons besoin de ce qu'on appelle le contrôle préventif, c'est-à-dire de faire des contrôles avant même la production en utilisant bien sûr plusieurs méthodes. On peut utiliser plusieurs méthodes qu'on va les développer aussi dans les prochaines formations, parce que nous avons programmé ou bien aussi les outils préventifs, donc tout ce qui est SPC ou bien MSP. Donc SPC c'est un outil statistique qui s'appelle Statistical Process Control, en français c'est la maîtrise statistique des procédés. Donc c'est une méthode où on se base sur la mise en place de la MSP, des cartes de contrôle, etc. On peut appliquer aussi les 5M en analysant les causes relatives au matériel, au milieu, méthode, main-d'œuvre, etc. pour définir donc le fait que maîtriser les causes, donc automatiquement on peut éviter l'apparition d'une anomalie ou bien d'une non-conformité. On peut aussi utiliser des autres méthodes, 5S, Pareto, etc. Donc on va développer tout ça dans les prochaines formations. Donc il suffit de nous suivre pour les formations, donc pour toutes les formations et pour terminer notre programme. Donc maintenant parlons au cycle de production conçu pour la détection, donc en cas de détection. Donc nous avons la première étape, c'est la production. Ensuite, après la production, il y a toujours une inspection. Donc c'est le contrôle à 100%, inspecter ou bien rechercher les produits non conformes afin de l'isoler. Et ensuite, on emballe le produit fini conforme. Mais il faut qu'on sache que dans chaque activité où il y a une valeur ajoutée de la production, par exemple lorsqu'on parle de produits finis qui passent par plusieurs étapes, de semi-fini 1, semi-fini 2, etc. Donc chaque étape de production, même d'un produit semi-fini, il demande une inspection. Et ensuite, donc, on ajoute une étape de retouche lorsqu'on détecte lors de l'inspection des produits non conformes. Donc automatiquement, soit on les retouche, soit on les rebute. Donc comme vous voyez, donc pour le cycle de production conçu pour la détection, donc il y a plusieurs étapes, il est un peu compliqué et on doit rebuter, retoucher, donc il y a toujours du gaspillage. Voilà. Par contre, pour le cycle de production conçu pour la prévention, pour savoir combien on peut gagner, donc nous avons toujours la production
et directement l'emballage. Donc on n'aura pas besoin ni d'inspection ni rien, parce que le fait de mettre en place des actions préventives et des méthodes préventives élimine toute possibilité d'apparition d'une anomalie ou bien d'un produit non conforme. Donc pour la même capacité, donc voilà les avantages de cette méthode là. Donc nous avons moins de surface, parce que nous n'avons pas besoin d'une surface ou bien d'une zone où on peut isoler, ou bien où on peut mettre le produit non conforme pour le traitement, pour l'isolement, etc. Moins d'équipement, parce que le fait de retoucher demande des équipements, demande de manutention, des équipements de manutention, demande parfois même des autres matériels, le contrôle de laboratoire, etc. Moins de personnel, parce que le fait de retoucher aussi des produits ou bien d'isoler le produit demande de personnel qui gère tout ça. Moins de stock, parce que on n'aura pas besoin de stock de produits lors du traitement, parce que parfois il y a des produits qui attendent le traitement, donc nous devons les stocker. Nous devons aussi stocker les produits non conformes avant les rebuter, etc. Moins de matières premières, parce que comme j'ai dit, donc le fait de retoucher un produit, parfois il demande d'ajouter une matière ou bien de changer une matière première, ou parfois même un produit semi-fini. Et moins de délai, parce que ce sont des tâches qui génèrent un retard au client, etc. La troisième étape, donc c'est l'assurance qualité. Donc l'assurance qualité doit donner confiance au client, donc il démontre la maîtrise des 5M. Donc les 5M aussi, c'est une partie qu'on va détailler dans les prochaines formations. Donc c'est une méthode d'analyse des causes d'une anomalie ou bien d'un sujet quelconque, en se basant sur 5 M, 5 critères. Donc premier M, c'est relatif à main d'œuvre, puis matériel, milieu, méthode, et bien sûr, donc voilà, et on apporte les preuves. Donc on peut définir en général l'assurance qualité comme étant, si on écrit ce qu'on fait, on fait ce qu'on écrit. Donc si c'est une procédure rédigée, ce sont les documents rédigés, le fait de respecter ce qui est écrit, donc automatiquement il nous assure que l'on tombe jamais dans des non-conformités, ou bien que la fréquence d'apparition des non-conformités, ce sera très mineur. Donc en gros, on écrit ce l'on fait, on fait ce qu'on écrit, l'on vérifie que ce qui est écrit est fait. Donc ça, c'est l'assurance qualité. Donc l'aboutissement de l'assurance qualité et la certification. Donc par exemple, si un organisme ou une entreprise arrive à mettre l'assurance avec mettre un système pour assurer la qualité, donc l'aboutissement, ou bien on aboutit à une assurance qualité, une certification, etc. Et la reconnaissance externe du système qualité, parce que le fait de certifier un organisme montre qu'il y a plusieurs exigences de la norme, ou bien des normes des familles des normes qui sont respectées aussi dans cet organisme. Et aussi il donne l'assurance comme quoi que cet organisme respecte ses clients, respecte les méthodes qui sont planifiées pour arriver ou bien pour produire cet article. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la gestion de la qualité, ou bien la qualité globale. Donc c'est l'ensemble, on peut englober toutes les étapes précédentes. Donc la gestion de la qualité, on introduit la dimension économique, c'est-à-dire en ajoutant la partie gestion des coûts, minimisation des coûts, etc. Donc pour avoir, ou bien pour arriver à la gestion totale de la qualité, donc on y gère les coûts de la non-qualité, on optimise aussi ses coûts, on élimine le gaspillage, etc. Donc c'est l'ajout des objectifs financiers aux autres objectifs qui sont relatifs à l'assurance qualité, à la détection, la prévention, etc. Donc la cinquième étape, c'est la qualité totale.
Donc, presque la même chose que l'étape précédente. C'est toujours en englobant les étapes précédentes. La qualité totale établie des relations clients-fournisseurs et des partenaires internes et externes. Donc, c'est de généraliser tout ça en ajoutant la relation avec non seulement les clients et fournisseurs et partenaires, mais on parle de la nouvelle notion de la norme, ce sont les parties intéressées, donc toutes les parties intéressées qui ont relative ou bien qui ont une relation avec l'organisme, soit des parties intéressées internes comme les salariés, les employés, etc., la direction, etc., ou bien des parties intéressées externes, donc les fournisseurs, les partenaires, les sous-traitants et les autres partenaires. Donc voilà, c'est total.